Bonsoir, bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être joint à nous pour cette conférence d'Agnès Verdier-Molinier. Je me présente d'abord, je suis François Barré de Longchamp, le président de l'Union des Français de l'étranger. Et je suis ravi de participer avec vous à cette conférence. Vous savez que l'UFE organise des conférences web de plus en plus souvent sur de nombreux sujets comme l'éducation, la culture, l'économie. Nous savons que les Français de l'étranger sont profondément préoccupés par la situation de leur pays et ils savent qu'une bonne politique peut faire toute la différence. Et ce n'est pas moi qui les contredirai après l'expérience que j'ai vécue successivement dans ma vie en URSS et à Singapour, qui sont pratiquement à l'opposé donc de la réussite et du succès. Je vous présente Agnès Verdier-Molinier, qui est une grande amie de l'UFE, et qui va vous parler de son livre La France peut-elle tenir encore longtemps. Agnès dirige l'IFRAP, qui est un institut de recherche sur les politiques publiques, et elle écrit un ouvrage, j'ai fait le calcul à peu près tous les 2 ans. En 2008, c'était La mondialisation va-t-elle nous tuer. Nous tuer. En 2011, les fonctionnaires contre l'État. En 2013, 60 milliards d'économies. On n'en est plus là. En 2015, on va dans le mur. En 2017, année particulière, ce que doit faire le prochain président, eh bien oui, en 2018, c'était En marche vers l'immobilisme. Et cette année, donc, nous avons ce nouveau livre. Je lui laisse la parole et la remercie encore une fois de sa contribution à nos réflexions. À vous, Agnès. Merci François, merci à l'Union des Français de l'étranger de m'accueillir et de me laisser un petit peu la parole pour parler de tout ce travail que nous faisons à la Fondation IFRAP pour évaluer les politiques publiques de la France. Je suis très très heureuse de vous parler de loin, mais je sais que vous êtes très nombreux outre-Atlantique pour suivre cette petite soirée. Je vais essayer d'être assez brève, d'expliquer un peu la démarche qui est la mienne, la démarche aussi de mon équipe de la Fondation IFRAP. L'idée, c'est évidemment d'avoir une vision un peu décalée, un peu originale sur la gestion publique et extrêmement libre. Ce que nous faisons, c'est une analyse qui est totalement libre de pensée. On travaille en permanence sur la gestion de l'État, sur la gestion des collectivités locales, sur la gestion de la sécurité sociale. On met en exergue les travers de la France. J'avais sorti un précédent livre qui s'appelle On va dans le mur et qui avait fait la liste de tous les sujets que vous connaissez bien. Le nombre de pages du Code du travail, le nombre de pages des Codes général des impôts, le nombre d'agents publics dans notre pays, la masse salariale, le poids des pensions, le nombre de régimes de retraite, etc., etc. Et tous ces sujets, malheureusement, ne se sont pas tellement améliorés ces dernières années. Et dans ce dernier livre, La France peut-elle tenir encore longtemps, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme sur la dépense, mais aussi sur la dette. Parce que ce qui est vraiment très, très, très impressionnant, c'est le niveau d'emprunt que nous avons en ce moment en France. On a, sur l'année 2020, plus de 300 milliards d'euros empruntés. En 2020, c'est 1 milliard d'euros par jour empruntés par la France. Et c'est ça qui nous a absolument sidérés dans nos travaux ces derniers temps. Et puis, il faut dire qu'en 2021, c'est pas mieux. En 2021, c'est plus de 400 milliards d'euros qui vont être empruntés sur l'ensemble des organisations publiques, que ce soit l'État, les collectivités locales ou la Sécu. On a un besoin de financement de 400 milliards. Et on voit la dette qui s'envole de manière exponentielle. Il y a encore quelques temps, on publiait des papiers pour dire qu'il ne fallait pas atteindre les 100% de dette par rapport au PIB. Et bien là, on va plutôt vers les 120% de dette par rapport au PIB. Et c'est vrai que c'est assez préoccupant. Non pas que ça n'arrive pas dans d'autres pays, mais en réalité, que ça arrive dans le pays qui est le plus taxé et qui dépense le plus, ça, c'est préoccupant. Parce que ça veut dire que malgré le niveau incroyable de taxes que nous avons en France, entre les impôts, les taxes, les cotisations sociales, vous connaissez cette part de PIB, c'est 46% du taux de PIB qui sont en fait des prélèvements obligatoires. On est les premiers dans les pays de l'OCDE, on est devant tout le monde, on est devant les Danois maintenant très très largement.
Alors qu'avant, on disait, bah oui, mais il y a le Danemark qui est plus taxé que la France. Bah non, c'est pas vrai. Donc, à la fois en dépenses et en impôts, on est devant tout le monde. Et pour autant, on arrive quand même à avoir des niveaux de dette absolument gigantesques. Et puis, la question qu'il faut se poser, c'est comment ça va se passer quand les taux vont remonter. Parce qu'à un moment, ils vont remonter. Alors, évidemment, là, il y a la BCE qui intervient. Et puis on peut dire, ah bah oui, ça reste très proche de zéro, mais on a noté à la Fondation IFRAP que ces derniers temps, les taux ont quand même remonté, puisque les OAT à 10 ans, les emprunts à 10 ans de la France, les emprunts à 30 ans de la France, ils sont repassés en territoire positif en termes de taux. Ils étaient en territoire négatif, mais là, ça remonte ces dernières semaines. Et puis, on voit bien que là, je viens de le commenter il y a quelques jours là, pour le Figaro, on fait un macronomètre toutes les semaines, on fait une évaluation des mesures prises par le gouvernement Macron. Eh bien, il y a eu un décret d'avance qui est sorti. C'est la première fois qu'on voit un décret d'avance avec des montants pareils, 7 milliards d'euros sur un programme de 2021 qui a été pris sur un programme qui devait capitaliser des boîtes type SNCF, EDF, Air France. Eh bien, pris par le gouvernement pour financer les mesures d'urgence, le fonds de solidarité pour les entreprises, le chômage partiel. Donc on voit bien qu'on est au taquet sur les crédits publics et que par ailleurs, on fait un peu des choses qui sont un peu à la limite de la légalité, parce que la loi organique des lois de finances, elle autorise qu'on fasse passer d'un programme à l'autre des crédits jusqu'à 1% de la totalité des crédits qui ont été votés dans le budget. Et bien là, on est à 0,99%. Donc vous voyez qu'on est très très proche des 1%, à 35 millions d'euros près, et le gouvernement n'a pas souhaité faire une loi de finances rectificative pour 2021. Ce n'est pas très transparent vis-à-vis du Parlement. Globalement, ce qu'on voit, c'est que le Parlement n'est pas du tout associé à la question de la gestion publique. Ce qui nous frappe, c'est que par exemple sur la dette, j'ai demandé dans mon livre et dans pas mal de travaux de la Fondation IFRAP qui est une véritable information de qui détient la dette française. Je ne sais pas si vous savez, mais le Trésor américain publie pays par pays les niveaux de détention de dette en fonction des nationalités et on voit bien qui détient la dette américaine. Eh bien, nous, en France, on n'a pas du tout ces éléments-là. On sait que 50% de la dette française est détenue par des non-résidents. Alors, c'est déjà énorme. Hors BCE, c'est plus de 60% de la dette qui est détenue par des non-résidents, parce que la BCE commence à avoir quand même un gros paquet de dettes françaises dans son bilan de l'ordre de 600 milliards d'euros. Et quand on veut savoir un petit peu plus qui sont nos premiers prêteurs, on comprend de la part de Bruno Le Maire, qui a répondu sur mon livre dans le Figaro Magazine fin janvier. Bah oui, c'est vrai, il le dit aussi au Sénat, c'est notamment la Chine qui prête en premier à la France. Et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une véritable information des parlementaires et des Français sur le sujet, parce qu'il faut souligner que, par exemple, les Italiens sont plus endettés que nous, ils vont vers les 160% de dette par rapport au PIB. Les Américains aussi sont très endettés, vous le savez, mais ni les uns ni les autres n'ont plus de 30% de leur dette détenue à l'étranger. Et ça, c'est hyper important, à mon avis, pour les choses qui vont se passer dans les prochaines années. Et le paradoxe, c'est que plus on va vouloir augmenter la maturité de la dette française, c'est-à-dire emprunter sur une plus longue durée. Aujourd'hui, on émet essentiellement des titres de la dette sur 10 ans, 30 ans parfois. Sur 50 ans, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Et bien sur 50 ans, par exemple, si on veut placer de la dette française à 50 ans, à 80 ans, eh bien, il va falloir se rendre compte qu'on va buter sur le problème de la retraite. Pourquoi ? Ça paraît un peu étonnant, mais en réalité, nous n'avons pas de retraite par capitalisation en France, ou très peu, de l'ordre de 200 milliards d'euros, si on compte les retraites supplémentaires. Et donc, ça ne permet pas de placer énormément de dettes françaises. Euh, et on voit que là, on a un souci, c'est que plus on va augmenter la maturité de notre dette, ce qui est la préconisation de beaucoup, mais aussi la préconisation de la Fondation IFRAP, eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on fasse une part de capitalisation dans nos pensions. Enfin, il faut qu'on prévoie plutôt une part de capitalisation dans nos pensions. Pour l'instant, ce n'est pas du tout sur la table. Alors même que, je ne sais pas si vous le savez, mais nos agents publics cotisent en capitalisation sur leurs primes. C'est une cotisation obligatoire, une cotisation qui n'est pas connue, qui s'appelle la RAFP, et qui permet à chacun des agents publics aujourd'hui
de cotiser sur leur prime pour une retraite qui leur sera versée plus tard, mais qui n'est pas en répartition sur le principe que vous connaissez, que ceux qui sont en activité financent ceux qui sont à la retraite sans que ça passe vraiment par un placement très long, puisque c'est quasiment direct. Et bien là, ça existe déjà en France, la retraite par capitalisation, mais pourtant, on ne veut pas en parler. C'est pour ça que j'explique dans mon livre que le sujet de la dette, le sujet de la gestion publique, le sujet des retraites, tout ça sont des sujets absolument totalement imbriqués. Le sujet pension, retraite, qui aurait dû être la réforme numéro 1 du quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, elle a été complètement mise sur le bord du chemin au démarrage. C'était d'ailleurs le premier carton rouge qu'on a donné dans notre macronomètre au gouvernement, puisque alors qu'ils avaient dit que c'était un sujet qu'ils allaient aborder tout de suite comme réforme primordiale, eh bien, ils ont tout de suite décidé d'organiser une grande concertation avec Jean-Paul Delevoye, et on sait ce qui s'est passé après. Cette idée d'aller vers un système, une réforme hyper systémique et pas paramétrique, et qui nous a emmenés vers les grèves que vous connaissez, qui nous ont beaucoup impacté, évidemment, en 2019, après les Gilets jaunes, et tout ça pour rien, pour finalement arriver à aujourd'hui un statu quo sans avoir avancé du tout, puisque non seulement la réforme systémique n'a pas été faite, mais la réforme paramétrique non plus. On peut dire que la dernière vraie réforme, c'est un peu la réforme Touraine sous François Hollande, et c'est quand même super léger dans la mesure où on est toujours avec un départ à la retraite à 62 ans en France, alors que tous les pays qui nous entourent partent à 65 ans, et que même beaucoup de pays sont en train de prévoir de travailler jusqu'à 67 ans. Donc là, on a un énorme sujet. Je dis dans le livre le plan de désendettement qu'il faut mener pour la France. C'est pour ça aussi que j'ai sorti ce livre en janvier, pour dire qu'il ne faut pas attendre 2022 pour s'occuper des réformes structurelles dont la France a besoin, parce qu'il faut comprendre qu'on a des échéances 2023-2024 qui vont être des échéances énorme en termes de financement de la dette. La dette, vous savez bien qu'on ne la rembourse pas, on la refinance, donc on fait rouler la dette. Eh bien, en 2023, notamment, on va avoir plus de 180 milliards de dettes anciennes qui arrivent à échéance. Et dans le programme de stabilité que le gouvernement a transmis à la Commission européenne dernièrement, qui va jusqu'en 2027, dans ce programme de stabilité, le gouvernement prévoit à peu près 115 milliards de déficit pour l'année 2023. Donc, vous comprenez qu'en 2023, en additionnant les 180 milliards de dettes à faire rouler et les 115 milliards de déficit, eh bien, on est encore à 300 milliards, quasiment 300 milliards de dettes, d'emprunts nécessaires pour faire fonctionner la machine France. Donc, pourquoi j'appelle vraiment ce gouvernement, mais aussi l'ensemble de la classe politique, que ce soit au niveau national ou au niveau local, à se mettre autour de la table et à prévoir un plan de désendettement qui soit vraiment transpartisan, dans la mesure où ce sujet peut devenir un boulet très très important pour notre avenir. Parce que si on était comme les Japonais, très très endettés, mais qu'on détenait plus de 90% de notre dette finalement en France, ça poserait beaucoup moins de questions. Là, aujourd'hui, il y a de vraies questions. Et quand j'ai soulevé ces questions avec mon équipe de la Fondation IFRAP, j'ai eu quand même beaucoup de retours. Par exemple, de Bercy. J'ai fait une interview dans l'Opinion pour dire qu'il faut que le Parlement puisse donner un maximum de dettes détenues par les non-résidents, et puis potentiellement aussi par zone du monde. Eh bien, tout de suite, j'ai eu des réactions de Bercy en la matière assez négatives, disant non, on ne veut pas être encadré par le Parlement, mais quand même, le Parlement représente la nation, et à un moment, il faut peut-être aussi que l'administration se place dans une logique de répondre à la demande de ce Parlement, plutôt que de piloter sans aucun contrôle le sujet de cette dette. Tout le monde s'en remet à l'agence France Trésor, c'est ce que j'explique dans mon livre, cette petite agence que personne ne connaît en France, et qui pour autant est vraiment aux manettes de notre avenir, celle qui place des milliards de dettes tous les 15 jours, sans pour autant qu'on en parle quasiment
jamais. Donc là, il y a vraiment un énorme sujet sur ce plan de désendettement. Je pense que tout le monde est plus ou moins aligné dans son fort intérieur. Je vois d'ailleurs que Bruno Le Maire intervient souvent pour dire il faudra faire la réforme des retraites, il faudra faire la réforme de l'assurance chômage, il faudra revoir les missions de l'État, il faudra, etc., etc. J'explique dans mon livre qu'on dépense 84 milliards d'euros de plus par an pour produire nos services publics. Les coûts de production de nos services publics sont gigantesques par rapport aux autres pays européens. 84 milliards d'euros de plus par an, c'est autant qu'on pourrait économiser. Et vous connaissez bien les travers de la France, la presse en a fait écho très largement, elle continue ces derniers temps. C'est la juxtaposition de couches publiques entre le local, le national, le social, qui fait qu'à la fin, on surpaye énormément, notamment pour tout ce qui est couverture sociale et dépenses de protection sociale. Rien que là-dessus, pour distribuer à peu près 750 milliards de dépenses de protection sociale, les plus chères au monde, on est les plus chers au monde en dépenses sociales, vous le savez bien, eh bien, ça nous coûte 47 milliards de coûts de production. C'est 10 milliards de plus que la moyenne des pays de l'Union européenne. C'est 6 milliards de plus que la moyenne de la zone euro. Par ailleurs, on va mettre vraiment à jour dans les prochaines semaines, même dans les prochains jours, une étude qui montre à quel point finalement la fiscalité du capital, la fiscalité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les propositions Biden sur le sujet, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. J'ai fait un papier dans les Échos la semaine dernière qui s'appelle Fiscalité France et États-Unis ne joue pas dans la même catégorie, où j'explique qu'on est déjà hyper fiscalisé, même après la réforme de l'ISF en IFI, même après la réforme de la barémisation des revenus du capital en prélèvement forfaitaire unique. Et c'est vrai que là-dessus, on va être les seuls capables, à la Fondation IFRAP, avec mon équipe, de faire un bilan sur comment a évolué véritablement la fiscalité des ménages et notamment des très hauts revenus entre 2017 et 2019. Et là, on a des éléments qui montrent que sur le dernier décile, il n'y a pas eu une baisse de la fiscalité sur les 10% qui déclarent le plus de revenus. Il y a eu une hausse. La hausse sur l'ensemble des ménages, c'est 25 milliards d'impôts directs en plus, quand on compte tous les impôts directs, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, taxe foncière, droit de mutation, donc succession, tout ce qui est CSG, évidemment. Et quand on additionne tous ces impôts directs, c'est passé de 250 milliards en 2017 à 275 milliards en 2019, donc une augmentation de 25 milliards. Et une grosse partie, soit 10 milliards, ont été payés en plus par le dernier décile. Et là, c'est très, très intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que les baisses d'impôts sur, d'impôts sur la fortune transformées en impôts sur la fortune immobilière, c'est-à-dire sur le dernier décile 1,4 milliard, eh bien, ça a été très, très largement épongé, y compris la baisse grâce au PFU, par les augmentations de CSG qui ont été faites en parallèle ou en face de la suppression de cotisations sociales sur le chômage et l'assurance maladie. Eh bien, il y a eu plus d'augmentation de CSG que de baisse de cotisations et de baisse d'ISF et de PFU. Donc ça, c'est absolument passionnant parce que quand on est dans des débats à l'Assemblée nationale, comme j'ai été auditionnée il n'y a pas longtemps par la Commission des finances à l'Assemblée, ou quand on voit les débats aussi sur les plateaux télé, on entend souvent qu'il y a eu des cadeaux énormes qui ont été faits aux plus aisés. Eh bien, ces cadeaux-là, quand on regarde la totalité au niveau global des impôts, on voit que ça a toujours été un jeu de bonneteau qui n'est pas en la faveur de la plupart des ménages qui sont dans les 10%, 1% ou 0,1%. Et donc ça, c'est absolument fondamental parce qu'il va y avoir plusieurs sujets pour la présidentielle. Ça va être évidemment la sécurité, peut-être on en reparlera en tout cas à la rentrée, nous on va faire un gros numéro de réflexion sur le sujet dans le cadre de nos travaux pour 2022, mais aussi la question de la dette et aussi la question des impôts et de la dépense. Et sur le sujet des impôts, je vais finir par là et puis après on passera aux questions. Vraiment le sujet des impôts qui pèsent sur nos entreprises. Parce que si on veut reconstruire la France dans la situation actuelle,
il faut qu'on ait un moteur dans l'économie française. Ce moteur, c'est nos PME, c'est nos TPE, c'est nos startups, c'est nos boîtes de demain qui vont être aussi montées par la jeunesse. Et ça, il faut qu'on arrive à avoir ce relais dans la création d'entreprises, dans la création d'emplois, qu'on n'arrive pas à créer en France parce qu'on n'a pas de fléchage de l'épargne vers la capitalisation des entreprises, on n'a pas de véritable incitation pour devenir business angel pour la plupart de nos concitoyens. Alors que ça fonctionne très bien dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Et ça fait partie des choses pour lesquelles on s'est beaucoup battu à la Fondation IFRAP. Notamment, on était à l'origine de la mesure ISF-PME qui a été supprimée, on ne sait pas pourquoi, alors qu'un IFI-PME aurait été très favorable à notre économie. L'IR-PME est complètement out dans la mesure où il est plafonné par un plafond global des niches à 10 000 euros. Donc, il y a plein de potentialités pour utiliser cette fameuse épargne qui a été épargnée en surplus par les Français au cours des derniers mois avec la pandémie. Et pour l'instant, le gouvernement n'a pas créé les outils de fléchage pour y arriver. Et c'est bien dommage parce que c'est ça qui va permettre de créer l'emploi de demain. Et par ailleurs, quand on parle de la fiscalité des entreprises, on s'est beaucoup battu pour baisser les taxes de production sur les entreprises. On a été les premiers à sortir une étude sur la fiscalité des entreprises, l'implacable, je vais y arriver, diagnostic qu'on avait qui nous avait permis de débattre avec Gérald Darmanin quand il était ministre des Comptes publics dans le cadre d'un grand débat organisé dans ces universités d'été par le MEDEF. Et je lui avais montré les chiffres, plus de 100 milliards d'euros d'écart payés par nos entreprises en plus par rapport à ce que les entreprises dans la moyenne zone euro payent. Donc 430 milliards d'euros d'impôts payés par les entreprises, 100 milliards de plus que la moyenne des entreprises des pays partenaires dans la zone euro, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut conserver si on veut recréer de l'industrie en France, si on veut recréer de la croissance en France, si on veut recréer de l'emploi marchand en France. Le gouvernement, dans son plan de relance, va dans le bon sens en proposant 10 milliards de baisse des taxes sur la production. Mais dans l'étude que nous allons publier dans quelques jours, nous allons montrer qu'il y a encore 99 milliards de taxes sur la production. Donc, baisser de 10 milliards, c'est bien, mais on va conserver un écart énorme avec les Allemands, de l'ordre de 60 milliards d'écart de taxes sur la prod, sachant que les Allemands, entre le plan de relance et le plan d'urgence, ils prévoient une soixantaine de milliards de baisse d'impôts, donc 40 milliards sur les entreprises. Donc pendant que nous, on se rend compte qu'on surtaxe nos boîtes, qu'on les empêche d'avancer, qu'on leur met des boulets supplémentaires qui font qu'elles sont surendettées. Je consacre un chapitre entier dans mon livre sur ce sujet de nos entreprises qui sont plus endettées que dans les pays comparables en Europe parce que justement elles ont moins de capacité d'autofinancement parce qu'elles sont plus taxées. Tout ça, il faut le revoir. Je pense que cette crise est l'occasion de se poser les bonnes questions sur la France. Comment faire baisser la dépense publique pour une fois, au lieu de taxer plus les ménages, de taxer plus les entreprises en sortie de crise, ce qu'on a toujours fait, contrairement à ce qui est dit partout. Les erreurs qui ont été faites après la précédente crise, c'est pas de baisser trop la dépense publique. Elle a continué d'augmenter entre 2010 et 2013 en passant de 56% du PIB à 56,5%. Ce qui a augmenté, c'est les impôts, puisqu'on est passé entre 2010 et 2013 de 41% du PIB de prélèvements obligatoires à 45%. On a pris 4 points entre 2010 et 2013. Donc ça, c'est absolument fondamental qu'on taxe la dépense publique et qu'on ne taxe pas les ménages et les entreprises si on veut sortir par le haut de cette crise et qu'on pense à créer les conditions pour les prochaines années du désendettement avec un système de frein à l'endettement dans la Constitution, sinon ce ne sera jamais respecté par les différents gouvernements. Donc voilà un peu les pistes de ce livre, de nos travaux. J'ai essayé de vous dévoiler un peu tout ce sur quoi on est en train de travailler. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de choses, mais pour tenir en 20 minutes, je préfère m'arrêter là et passer aux questions. Alors, sur les questions, j'ai déjà beaucoup de questions. Alors, je vois des félicitations et ça fait super plaisir. Certains me disent qu'il faut bien qu'on soit premier sur quelque chose. Alors, on me dit bémol sur les prélèvements obligatoires. Dans beaucoup de pays, le citoyen doit payer des assurances privées. Par exemple, l'assurance santé, ce n'est pas la sécu publique, mais c'est une dépense privée
obligé. Oui, je suis d'accord, mais dans la plupart des pays européens qui nous ressemblent, on a quand même un niveau d'assurance publique qui est tout à fait comparable, un niveau de qualité, d'enseignement, notamment de santé, qui, à la fin, est très comparable à ce qui se passe chez nous, avec une dépense inférieure, une capacité, comme l'ont montré l'Allemagne et les Pays-Bas, à se désendetter dans les dernières années. Hein, et je montre dans mon livre à quel point ces pays, en ayant pour autant des services publics importants, qui n'ont pas du tout à rougir de la comparaison avec la France, au contraire, eh bien ces pays-là, hein, que ce soit les Pays-Bas ou l'Allemagne, ont réussi à garder un niveau de service public élevé tout en se désendettant. Hein. Les Allemands se sont désendettés de plus de 17 milliards d'euros en 2015, de plus de 9 milliards en 2016, de 25 milliards en 2017, de 28 milliards en 2018, les Pays-Bas de 4 milliards, 14 milliards, 10 milliards, 11 milliards, 26 milliards. Et pendant ce temps-là, la France faisait quoi alors qu'on était en croissance, hein, et c'est ça qu'on propose à la Fondation IFRAP, qu'on arrête de s'endetter quand on est en croissance. Et ben en 2015, on était à 64 milliards de dettes supplémentaires, 2016 35, 2017 53, 2018 48, 2019 46. Donc vous voyez, on est vraiment très 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 élevé en dette supplémentaire, même quand il y a de la croissance, et c'est ça qu'il faut arriver à faire baisser. Et donc, et c'est ça que nous fait les Allemands notamment et les Hollandais, faire converger le niveau de dépenses sur le niveau de recettes et pas l'inverse. Hein. Nous, on est tout le temps en train de vouloir faire converger le niveau de recettes sur le niveau de dépenses. Alors, je continue le fil des questions. Il semble que le coût de la dette a relativement baissé grâce au taux bas depuis 10 ans. Que proposez-vous pour désendetter le pays sans casser la croissance? Oui, vous avez raison. Le coût de la dette a énormément baissé. Hein. Moi, je me souviens des début des années 2000. On avait 2 fois moins de dette par rapport au PIB, hein, puisqu'on était endetté à 60% à peu près du PIB. D'ailleurs, les Allemands étaient comparables à nous. Hein. On était à 63, ils étaient à 64. Enfin, on était très, très proches, vraiment dans un mouchoir de poche. Et maintenant, nous, on a quasiment doublé la dette. Pendant qu'eux, ils sont restés à un niveau de dette tout à fait acceptable. Hein, même en sortie de crise, ils vont être à 75% par rapport au PIB. Donc on voit vraiment que la France décroche complètement par rapport à l'Allemagne. C'est vrai que notre coût annuel, notre charge de la dette, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça la charge de la dette annuelle pour la France, est autour de 30 milliards d'euros par an. C'était une cinquantaine de milliards au début des années 2000, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si demain on est à 3% de taux d'emprunt OAT à 10 ans, voire à 4%, eh bien, tout d'un coup, ça ne sera pas 30 milliards de charges de la dette annuelle, ce sera très rapidement 80 milliards d'euros de charges de la dette. Et 3-4%, on peut y arriver à un moment ou à un autre, hein, on ne sait pas quand ça va arriver. Évidemment, on espère que ce ne sera pas tout de suite, mais si on ne se prépare pas à ce choc, on peut se retrouver dans une situation où la France se retrouve ne pouvant plus payer les pensions, les services publics, les salaires publics. Et ça, c'est vraiment un sujet qui nous paraît vraiment très, très, très important à anticiper. Alors pourquoi, on me pose la question, pourquoi la réduction des dépenses est difficile pour la France? Est-ce dû aux syndicats voyous? Alors ça, c'est un bon sujet. En fait, le problème qu'on a identifié dans nos travaux de la Fondation IFRAP, c'est que on a une surreprésentation du service public dans nos syndicats. Si vous voulez, le taux de syndicalisation dans le privé, il est très très faible. Il est autour de 6-8% dans le secteur privé. Et puis et là, il y a eu des élections professionnelles dans les TPE il y a 3 semaines. On a eu un taux de participation de 5%. C'est vraiment ultra faible. Et d'ailleurs, les syndicats sont en train de proposer des adhésions à 1 euro pour essayer de faire remonter leur nombre d'adhérents pour dire qu'ils sont toujours représentatifs. Donc c'est un peu incroyable aussi. Et de l'autre côté, dans le public, ils sont plutôt à 16% de syndicalisation. Donc, ils représentent quoi, nos syndicats? On l'a vu hein, avec les grèves sur les retraites, parce que ça faisait des années qu'on expliquait, on avait fait la une du Parisien là-dessus, ça nous avait valu d'être repris partout dans toute la presse française et même internationale. On avait montré qu'on avait 20% d'écart entre des carrières identiques,
entre le montant de pension que vous alliez avoir en ayant cotisé la même chose sur les mêmes revenus, sur une carrière identique entre privé et public. On avait appliqué les modes de calcul du privé en pension à des agents publics, c'est-à-dire 4000 agents publics qu'on avait trouvés dans des cohortes de l'adresse. Eh bien, vous montrez cet écart de 20%. Personne n'avait voulu nous croire. Le Conseil d'orientation des retraites disait qu'il y avait les mêmes taux de remplacement entre public et privé. Et puis, quand le gouvernement a voulu faire sa réforme systémique, tout d'un coup, tout le monde s'est rendu compte que ce n'étaient pas les mêmes modes de calcul. Donc, ce que défendent nos syndicats, c'est avant tout un statut public à vie, on le sait bien, et des pensions plus chères, payées en fait par les contribuables français. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut revenir en permanence pour dire bah non, c'est pas possible de continuer comme ça. On parle de la réforme de l'ENA, de la suppression de l'ENA, mais j'ai été auditionnée par la ministre de la fonction publique l'autre jour avec plusieurs think tanks. Je leur ai dit mais ça sert à rien de supprimer l'ENA et le remplacer par l'Institut des services publics si on ne supprime pas l'emploi à vie pour la plupart des hauts fonctionnaires. Alors ceux qui sont magistrats, on peut comprendre qu'ils soient protégés à vie, mais pour les autres, il n'y a aucune raison. Voilà, je vais passer aux autres questions. Donc les syndicats, évidemment, on l'a compris, bloquent énormément les réformes, mais il ne faut pas avoir peur des syndicats parce qu'ils ne représentent pas tant que ça de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on préconise à la Fondation IFRAP, j'avais écrit dans mon livre Ce que doit faire le prochain président, on avait fait tout un programme où j'avais bien expliqué qu'il fallait passer aussi par votation, un peu par référendum, comme on fait en Suisse. C'est tout à fait valable et je pense que beaucoup de choses pourraient passer beaucoup mieux, de très bonnes réformes sur le statut public, sur les retraites, hein, si on dit aux Français, demain, si on ne repousse pas l'âge, il faudra baisser les pensions. Je pense qu'ils choisiraient très très vite le report de l'âge. Alors on me dit merci pour le travail et votre temps. Pensez-vous que le PIB va disparaître dans les 5 prochaines années et le travail va être vu autrement? Je pense que l'on est trop élitiste en France et nous n'avons pas assez misé sur l'éducation objective des petits. En Allemagne, on a moins d'argent, mais le service santé marche mieux. Je ne me trompe pas. Je pense que le pragmatisme et la réinvention du travail, rémunération, est une bonne façon d'améliorer la situation de la dette. Qu'en pensez-vous? Écoutez, alors là, je suis complètement d'accord avec vous, Hugo. Il y a vraiment un sujet sur la valeur travail qui me semble être oublié en France et ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça va être, à mon avis, aussi un des sujets que j'ai oublié de citer tout à l'heure pour la campagne 2022. Il y a finalement un détachement du lien entre le travail et la création de valeur ajoutée. Et ça, c'est pas possible de laisser filer ce lien, parce que si on laisse filer ce lien, et je suis assez préoccupée des propositions, y compris à droite, hein, qu'il y a eu notamment de Guillaume Pelletier il n'y a pas longtemps, qui proposait de supprimer toutes les cotisations sur le travail pour tout payer par l'impôt sur nos systèmes de protection sociale. Et ça n'a absolument pas de sens. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un régime assurantiel, par exemple la retraite, elle correspond à ce que vous avez cotisé pendant toute votre vie, plus ou moins. Évidemment, pas assez, à mon sens, parce que voilà, il y a beaucoup de cotisations qui ne donnent pas droit à pension. Mais on a vraiment un sujet là qui est de plus en plus en train de fleurir, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on lie le travail et le système assurantiel. Il faudrait que tout le monde ait droit. Il faudrait que tout le monde ait droit à un revenu universel sans travailler, donc être payé sans travailler, puis qu'on travaille le moins possible. Je trouve que c'est extrêmement préoccupant et c'est pas du tout la réalité de l'économie. En réalité, il va falloir, si on veut reconstruire la France, si on veut récupérer notre PIB, ne serait-ce que de 2019, il va falloir travailler dur, il va falloir investir, il va falloir créer des nouvelles boîtes. Et donc, moi, je préconise qu'au contraire, on permette aux entreprises, dans des accords de performance collective, ce qu'on ne permet pas aujourd'hui parce qu'on oblige à signer avec les syndicats, on revient toujours aux syndicats, qu'on permette aux employeurs de discuter directement avec les salariés sans passer par la case syndicat pour pouvoir avoir des accords pour baisser le nombre de RTT, baisser éventuellement les salaires s'il faut, pour sauver des boîtes, le plus de boîtes possible en sortie de crise, parce qu'il va y en avoir beaucoup, il y en a déjà beaucoup qui sont dans une situation très difficile, une dizaine de pourcents qui disent qu'ils ne pourront pas rembourser leurs prêts garantis par l'État. Toutes celles-là, le plus possible, il faut les sauver pour éviter de faire augmenter le chômage dans les prochains mois. Alors, une autre question, pourquoi ne pas privatiser comme aux USA? Nous, ce que nous préconisons, c'est de faire exactement ce qu'ont fait les pays du nord de l'Europe. C'est la délégation de services publics. C'est arrêter d'embaucher à vie des agents dans des collectivités, dans des organismes publics. Et c'est vraiment se mettre
dans une logique de permettre de déléguer la gestion des services publics. Il y a énormément de collectivités locales qui ont réussi à se désendetter, à faire baisser l'impôt, à mieux gérer les services publics. Alors, j'ai donné plusieurs exemples, notamment une petite commune près de Marseille, dans un de mes livres où j'expliquais que c'était la commune la plus endettée de sa strate, la plus taxée. Eh bien, après 20 ans de boulot, le maire a vraiment réussi à tout externaliser le plus possible. Tout le monde est content. Les agents sont mieux payés, mais ils ne travaillent pas que pour le service public. Ceux qui travaillent dans les espaces verts, les jardiniers, ben, ils sont pas embauchés à vie, mais ils travaillent pour la commune, mais ils travaillent aussi pour l'Interco et puis ils travaillent pour d'autres clients qui sont des clients privés. Donc voilà, c'est vraiment l'avenir, voir ce qui marche à l'étranger, en France, et l'adopter partout où on peut. On voit sur l'éducation, il y a des écarts énormes de coûts entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la France, chez nous en France, entre l'éducation enseignement, éducation nationale, enseignement public, et l'enseignement privé sous contrat. Et ça, c'est vraiment un sujet très important, puisque si jamais on mettait le même prix pour chaque élève public ou privé, on ferait une économie de plus de 20 milliards d'euros par an, y compris la part payée par les parents. Donc oui, il y a des tas de leviers d'économie et d'efficience. Vous savez que le nombre de parents français souhaitent mettre leurs enfants, inscrire leurs enfants dans l'enseignement privé. Et pour autant, eh ben, ça coûte moins cher à la collectivité et personne ne le dit. Alors, on me demande, a-t-on un tableau de bord synthétique qui mesure l'efficience des institutions étatiques? Nous, on essaie de faire le plus de comparaisons internationales possible. Hein. Je donne dans mon livre énormément de pistes, comment les autres pays ont décentralisé, comment ils évaluent en permanence l'efficience de leur politique publique, comment leurs parlements sont dotés d'organes d'évaluation des politiques publiques, d'organes d'audit qui travaillent en permanence au service de la représentation nationale, comment la charge administrative qui pèse sur les entreprises est évaluée en permanence, notamment en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, mais aussi maintenant en Belgique. Ça a été un sujet de la révision générale des politiques publiques sous Nicolas Sarkozy et ça n'a jamais abouti dans notre pays. On n'a même pas eu la possibilité, nous, de travailler sur une centaine d'entreprises. Et je vais vous dire pourquoi, c'est absolument dingue. On a voulu évaluer la charge administrative qui pèse sur nos entreprises françaises, notamment nos PME, dans plusieurs secteurs. Eh bien, les entreprises ont peur d'avoir un contrôle URSSAF et un contrôle fiscal si jamais ils répondent à nos questions. Moi, je trouve ça incroyable de voir à quel point on a peur finalement d'être fliqué, de répondre à des questions basiques. François Hollande avait créé un organisme qui devait s'occuper de simplification. En fait, il n'y avait que 2 personnes dedans, personne pour travailler pour eux. Voilà. Donc là, il y a vraiment... Alors, on me demande que proposez-vous, hein, c'est Jean-Pierre, pour remettre sur la table la retraite par capitalisation. Écoutez, il y a cette capitalisation qui existe pour les agents publics, pour tous les agents publics. Pourquoi ne pas faire exactement la même chose pour les gens qui travaillent dans le secteur privé? Pour une fois, alors qu'on nous dit toujours qu'on veut toujours appliquer les méthodes du privé au public, et bien là, on appliquerait une méthode du public au privé. Voilà, donc on ne pourrait pas nous dire vous faites toujours des propositions pour que le public devienne privé. Là, on propose quelque chose qui existe dans le public, c'est-à-dire qu'à peu près 2% des cotisations financent de la retraite par capitalisation obligatoire, mais que ça permette de créer des fonds de pension à la française qui pourront financer à la fois la dette française et nos entreprises françaises. Donc, ce serait gagnant-gagnant. Donc, voilà, j'en ai un peu parlé à ceux qui dirigent les caisses de retraite françaises et j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ces sujets. Voilà. Alors après, on me dit, je travaille aux US et maintenant en Suisse, je trouve que les contrats de travail sont trop contraignants, entraînant la paralysie de l'emploi, d'où le fait que tout le monde se tourne vers le fonctionnariat pour la sécurité de l'emploi. Une réforme du Code du travail me semble judicieux. Oui, évidemment, il faut flexibiliser le Code du travail. Vous savez à quel point nous, on est beaucoup intervenus sur ces sujets, notamment pour permettre, par exemple, d'embaucher en CDD de manière beaucoup plus souple. Les Italiens, par exemple, ils peuvent embaucher en CDD sans avoir besoin
de remplacer quelqu'un dans une équipe, ou que quelqu'un soit parti en congé maternité, ou alors que ce soit un poste totalement temporaire. Il faudrait qu'on flexibilise totalement la capacité d'embauche. Ces derniers temps, on dit, oh là là, il faut taxer les CDD, alors qu'on est en sortie de crise. Il ne faut surtout pas taxer les CDD en sortie de crise. Et il faut remercier les gens qui vont embaucher en CDD, alors qu'on vient de se taper une récession de 8% sur 2020. C'est complètement incroyable de voir à quel point ceux qui sont les moteurs de l'économie, ceux qui embauchent, ceux qui prennent des risques, sont souvent critiqués, alors qu'en plus, ces derniers temps, ils ont énormément souffert. On me demande, estimez-vous, hein, c'est David, que les dirigeants français manquent de courage? Je dirais que d'abord, il manque de bons diagnostics. Moi, je suis effarée quand je vois le futur président Macron qui reprend des citations du rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui dit qu'il n'y a aucun problème de financement des retraites, alors qu'on sait tous qu'il y a un énorme problème de financement des retraites. Et ce même Conseil d'orientation des retraites, 2 mois plus tard, Emmanuel Macron est élu. Ah bah non, finalement, il y a un énorme problème de financement des retraites. Mais comment on peut avoir des rapports comme ça qui sont soi-disant indépendants, qui visent à informer les Français, le Parlement et le gouvernement, et qui en fait disent n'importe quoi? Voilà. Donc nous, on est hyper cohérents. Ça fait des années qu'on explique qu'on a un énorme problème de financement et qu'il va falloir faire quelque chose. Il y a une sorte de désinformation publique qui fait que dans les rapports publics, on ne dit pas forcément les choses telles qu'elles sont. Vous savez, on a mis à jour dans la Fondation IFRAP, en travaillant sur les bilans sociaux des collectivités locales notamment, et de beaucoup d'organisations publiques, que beaucoup de collectivités n'étaient pas aux 35 heures. Mais au début, quand on a dit ça, alors que tout le monde le savait très bien en réalité, en tout cas dans le secteur public, tout le monde me disait, mais c'est stigmatisé, etc. Et puis maintenant, c'est passé dans la loi du SOCT, grâce au travail qu'on a fait, qu'il faut absolument faire effectuer 1607 heures par an, l'équivalent des 35 heures, dans l'ensemble des collectivités locales françaises. Mais ça a pris combien d'années entre le moment où on l'a dit et le moment où il s'est passé quelque chose? Une dizaine d'années. Voilà. Donc, il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher. Donc, moi, je vous dis, on est enthousiaste parce que sur le long terme, les sujets qu'on porte, ça avance. Voilà. Euh, alors, sur la détention d'une grande partie de la dette par les non-résidents et la perte de souveraineté nationale qui peut en découler, avez-vous identifié des exemples concrets? Alors, écoutez, moi, je vais vous renvoyer au rapport Arthuis sur la dette, hein, qui a été produit il y a maintenant 2 mois. Dans ce rapport, ils disent clairement, hein, noir sur blanc, que certains pays, et notamment ils pensent à l'Argentine, mais à d'autres pays, ils les citent, ont eu des problèmes de souveraineté, justement parce que c'était des non-résidents qui détenaient leurs dettes. Moi, ce que je vois, c'est que la montée en puissance de la Chine pour acheter de la dette française est un problème, dans la mesure où on sait très bien que c'est pas dénué derrière potentiellement d'idées. Quand on voit que le même gouvernement va dire que les entreprises qui sont proches des questions de souveraineté nationale, qui sont stratégiques, ne doivent pas être achetées par des investisseurs chinois, mais qu'en même temps, la dette française peut être massivement achetée par la Chine ou des investisseurs chinois et la Banque centrale chinoise, ben moi, ça me pose problème. Voilà. Je trouve qu'on ne peut pas avoir deux discours qui sont complètement aux antipodes. Je sais bien que les Chinois sont les moins-disants sur les taux, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la question de la charge de la dette, il y a aussi la question de la liberté de la France. Et je pense qu'il serait temps, même si certains disent que beaucoup de dette américaine est détenue par la Chine, ça fait simplement 1000 milliards de dollars sur plus de 23 000 milliards de dollars de dette américaine. C'est très peu par rapport à ce que nous, ils détiennent sur la France, qui est au moins 300 milliards de dettes françaises sur un peu moins de 3 000 milliards de dettes. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes ratios. Donc, à un moment, il faut savoir aussi de qui on dépend. Et donc, ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il faut être primaire dans ces analyses, mais il faut être conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà. Quel est le poids de l'IFRAP dans les décisions, me demande Monique, prises par le gouvernement actuel? Dans quelle mesure vos recommandations sont-elles prises en compte? Je pense que tous les travaux que nous menons sont lus par la majorité, que ce soit à l'Assemblée, au Sénat, dans les collectivités locales. Bon, ils ne sont pas beaucoup dans les collectivités locales, la majorité présidentielle, et aussi au gouvernement. Après, ils ne suivent pas toutes nos propositions. Hein. Ils restent évidemment parfois très au milieu, dans le et en même temps.
je pense que malgré tout, on pèse énormément. Je vais vous donner un exemple. On a travaillé sur la question de la fiscalité des successions au moment où France Stratégie avait sorti ce fameux rapport pour dire à quel point la France était une société d'héritiers. Moi, ça m'avait énormément heurté dans la mesure où je m'étais rendu compte en regardant les chiffres qu'en fait, on était le pays le plus taxé quasiment. L'autre jour, j'écoutais une et dans cette émission sur France Info, on me disait, on disait à tous ceux qui écoutaient l'émission, finalement, la France est troisième au monde en taxation des successions. Oui, on est hyper taxé sur les successions. Mais à l'époque, quand ce rapport de France Stratégie sort, on a l'impression qu'on est une société d'héritiers, que les héritiers payent rien du tout en impôts sur les successions et qu'on est un des pays les moins taxés. Et on parle souvent des États-Unis en disant oui, finalement, aux États-Unis, on taxe plus les héritiers et tout, mais c'est pas vrai du tout, puisqu'il y a un abattement jusqu'à 11 millions de dollars sur les successions aux États-Unis. Il y a vraiment une désinformation aussi là-dessus. Et avec notre étude, on avait dit stop à la surtaxation des successions. On a montré qu'on était à 0,7 points de PIB de taxation des successions, alors que les États-Unis étaient à 0,2 et la moyenne européenne était aussi à 0,2 points de PIB. Et ben, on a gagné parce qu'il n'y a pas eu ensuite de proposition pour augmenter la taxation des successions. On a sonné l'alarme aussi sur la taxation de l'épargne avec cette idée qui était un peu sous-jacente de dire il faut augmenter la taxation de l'épargne. Ou alors faire une taxe exceptionnelle sur l'épargne. Ça a été beaucoup débattu au Parlement. On est intervenu le plus possible pour dire qu'il fallait surtout pas le faire. Je pense qu'on évite aussi énormément d'erreurs économiques. Et donc, voilà. Alors ensuite, on me demande pourquoi nos entreprises françaises n'arrivent-elles pas à garder nos cadres afin d'éviter qu'ils partent à l'étranger. Alors, ça, c'est très intéressant parce que nous avons souvent dit qu'il fallait arrêter de faire que des allègements de charges sur les bas salaires, que c'était une catastrophe, que c'était une trappe à smicardisation de la France et qu'on allait devenir un pays où il n'y avait plus que des smicards de plus en plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit quand on regarde l'échelle des revenus en France. On a finalement une smicardisation du pays qui est vraiment liée à toutes ces politiques qu'on a ajoutées les unes aux autres, qui sont toujours des économistes qui préconisent auprès du gouvernement, de chaque gouvernement, de baisser les charges sur les bas salaires. Et ça, pour nous, c'est absolument délétère. Ce qu'on a vu sur les Allemands, sur les Belges, sur les Hollandais, c'est qu'il y a un équilibre dans tous ces pays-là, que vous soyez en bas de l'échelle des salaires ou que vous soyez au milieu, que vous soyez en haut. Il y a une proportion de charge qui est assez cohérente. Nous, il y a une vision du niveau de charge qui doit être en fait progressive. Voilà, on a inventé la progressivité des charges et ça, c'est comme pour l'impôt, c'est-à-dire que plus on gagne, plus on doit payer et plus on est imposé, plus on a de charges. Et pourquoi on a du mal à garder les hauts cadres en France? C'est aussi pour ça, parce que certaines boîtes, au lieu de les employer en France, les emploient à l'étranger, pas forcément très loin, mais ailleurs en Europe, au Luxembourg, en Suisse ou ailleurs. Et tout simplement parce qu'au bout d'un moment, le niveau de charge qui pèse sur les hauts salaires, il est désincitatif à employer en France. On l'a montré dans plein d'études, je ne vais pas revenir dans tous les détails, tout est sur notre site de la Fondation IFRAP, mais moi j'appelle à ce qu'il y ait des plafonnements partout où on peut de charges, et on ne va pas du tout dans ce sens-là malheureusement, parce que avec la bascule de cotisation vers la CSG dont je vous ai parlé tout à l'heure dans nos travaux là qu'on est en train de mettre à jour, on voit que cette bascule a fait que ça a fait énormément augmenter de manière exponentielle le niveau de CSG payé par les plus hauts salaires. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'IFRAP et comment la fondation est financée? Alors, l'IFRAP, c'est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 2009, mais elle a été créée en 1985 sous la forme associative par un polytechnicien, énarque, inventeur, entrepreneur franco-américain qui s'appelle Bernard Zimmern, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Et avec Bernard, en 2009, mais en fait, on a commencé le dossier dès 2008, on a transformé cette association, qui était l'IFRAP, en fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques.
C'est une énorme chance qu'on a eue d'être reconnu d'utilité publique par le Conseil d'État. Grâce aux travaux qu'on a menés, grâce à la qualité du dossier qu'on a déposé, grâce aussi au fait qu'on a 18 mécènes, donateurs qui nous ont accompagnés pour réunir 1 million d'euros de dotation qui était le minimum nécessaire pour avoir une reconnaissance d'utilité publique. Et notre objectif, notre objet de la Fondation, c'est vraiment d'évaluer les politiques publiques dans le sens d'équilibrer les comptes publics tout en créant de l'emploi marchand. Voilà. On a une vision qui est une vision équilibrée, c'est-à-dire que ce n'est pas baisser la dépense pour baisser les dépenses, c'est bien gérer de manière efficiente les politiques publiques pour avoir les meilleurs services publics possibles au service des Français, mais en face, que finalement le financement de ces services publics ne devienne pas la priorité, parce que la priorité, ça doit être aussi d'avoir un système fiscal et social qui permet le développement de nos entreprises. Voilà. Donc, pour vous dire un petit peu quelques chiffres, la Fondation IFRAP, elle a un budget d'à peu près 1,5 million d'euros par an. Ce n'est pas un budget colossal, mais on est une petite équipe. On a toujours gardé un esprit pionnier. On est vraiment une équipe hyper concentrée sur nos objectifs. On a une revue qui sort tous les mois, que je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez, la revue Société civile. Cette revue, elle nous permet d'avoir un socle finalement de publications qui est très, très, très régulier. On est le think tank qui publie parmi le plus dans les classements des think tanks français. On est vraiment dans le top de ceux qui publient le plus d'études. On publie aussi une newsletter par semaine, le macronomètre qu'on fait en partenariat avec le Figaro. Toutes les semaines, je fais 2 chroniques sur LCI avec le chiffre qui fâche. Tous les mois, j'écris un papier dans Les Échos, j'écris aussi dans Entreprendre, etc. Donc, avec mon équipe, on publie énormément. On vient de sortir aussi un papier dans la revue des Deux Mondes sur la question « La France est-elle un pays communiste ?» Vous voyez, on est vraiment très sollicité. Là, on va sortir plusieurs couvertures dans les hebdomadaires là, dans les semaines à venir. Et on fait du travail de fond. Nos donateurs sont des donateurs personnes physiques à plus de 80%, qui soient résidents français ou non résidents français. Il y a des déductibilités sur l'impôt sur la fortune immobilière, sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les sociétés. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises, et même des grosses, qui nous accompagnent, mais qu'à plus de 80%, ce sont des donateurs personnes physiques avec des dons en moyenne de 100 euros. J'espère avoir répondu à la question. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Alors, faut-il avoir un meilleur leader pour prendre en compte ces irrégularités qui gangrènent la France et la remettre dans le droit de chemin? Je pense qu'il faut surtout avoir un Parlement qui peut faire son travail. Moi j'ai été très frappée, on l'a beaucoup écrit pendant la pandémie, j'ai écrit des papiers dans l'Obs et ailleurs dans le Figaro sur le sujet. Il y a vraiment un sujet de remettre le Parlement au cœur de notre démocratie. Le Parlement, il doit contrebalancer le pouvoir de l'exécutif, il doit pouvoir contrôler l'action du gouvernement, contrôler les comptes, contrôler chaque euro d'argent public, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Je pense que dans toutes les grandes démocraties qui sont dignes de ce nom, il y a un véritable équilibre dans tout ça. On a vu que dans la pandémie, par exemple, les Allemands, mais aussi les Anglais, mais aussi les Italiens, il y avait soit les régions qui étaient très associées aux décisions sanitaires, soit le Parlement. Nous, en France, on n'avait ni les régions qui étaient associées, ni le Parlement. Et c'est vraiment très, très, très révélateur de la politique, de la gestion publique française. Là, on a une loi 4D qui est censée décentraliser, et c'est le sujet de demain. C'est un des sujets fondamentaux aussi pour 2022. On va avoir toute une étude qu'on publiera sur le sujet de la décentralisation. Eh bien, ce sujet-là, il est complètement à côté de la plaque dans la loi. Le Conseil d'État vient de le dire, que c'était une loi qui n'avait pas de sens, en fait. Parce que dans leur l'idée finalement de ces centralisateurs, soi-disant décentralisateurs, c'est de permettre à chaque région, chaque département de gérer un peu plus de politique publique, mais jamais forcément les mêmes. Donc la clarification des missions publiques, qui est absolument fondamentale pour permettre la baisse de la dépense, elle n'est jamais au rendez-vous. Donc là où on a besoin de leaders publics qui soient clairs, dans la campagne des régionales, pour l'instant, il n'y a jamais de proposition pour dire, voilà, que doivent faire les régions, que doivent faire
les communes et les intercommunalités, que doit faire l'État. Et ça, c'est vrai que je trouve que même les présidents de région ne sont pas au clair là-dessus. Quand on leur dit vous devriez réclamer de gérer comme en Allemagne la totalité de la politique de santé, la totalité de la politique éducative, eh bien, ils sont gênés aux entournures. Voilà. Donc, on a créé des grosses régions mais avec des tout petits budgets et qui finalement ont peu de responsabilités. Et donc, l'ensemble des leaders publics doivent à un moment se mettre autour de la table pour dire ça ne peut pas durer comme ça. Et c'était déjà l'objectif de la révision générale des politiques publiques, c'était l'objectif de la modernisation de l'action publique, c'était l'objectif de CAP 2022 quand le gouvernement d'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et à chaque fois, ça va dans un cul-de-sac. Pourquoi ? Parce que la haute fonction publique française ne veut absolument pas décentraliser en réalité, d'où le fait que le président de la République est revenu sur la suppression de l'ENA. Euh, mais c'est vrai on est toujours en attente de faire une véritable avancée et de véritablement montrer quel est le chemin pour une meilleure répartition des missions publiques. Alors, on me dit la France est à la fois stalinienne et très entrepreneuriale. Le deuxième élément a l'air de redresser la tête. La crise Covid va-t-elle accélérer ou freiner cette évolution positive ? Moi, j'espère que ça va accélérer l'évolution positive. Comme disent certains entrepreneurs, qu'on leur laisse aussi la possibilité de décider au niveau local. Là, on est encore en train de débattre sur le sujet de est-ce qu'on va avoir le droit d'ouvrir le dimanche après la crise pour les commerces. Laissons les boîtes aussi à un moment décider, laissons de la marge de manœuvre au niveau local, arrêtons de vouloir tout chapeauter depuis Paris. C'est extrêmement infantilisant aussi. On l'a vu aussi sur la question du masque en début de crise. Il ne fallait pas porter le masque. Maintenant, il y a des départements qui disent c'est bon, le virus circule un peu moins dans la Creuse, etc. On pourrait supprimer le masque dans l'espace public. Mais alors là, les préfets disent non, il faut supprimer, il faut retourner en arrière et redemander de porter le masque. C'est extrêmement brouillon et c'est toujours très infantilisant. Donc là, j'ai appelé plusieurs fois pendant la crise sanitaire à ce qu'il y ait beaucoup plus de décisions au niveau local en fonction de la vraie circulation du virus en mars-avril 2020. En Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, dans plein de territoires français, il n'y avait pas du tout de virus. Voilà. Donc on aurait pu très bien confiner l'Est et l'Île-de-France en priorité et confiner beaucoup moins les autres. On aurait perdu beaucoup moins de PIB. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté en Allemagne. Hein. Ils ont une vision beaucoup plus territoriale de la gestion de la crise et une vision beaucoup plus entrepreneuriale aussi, hein, pro-business, je dirais. Parce qu'ils ont fait en sorte que toutes les boîtes qui pouvaient continuer à bosser le plus possible continuent à bosser. Et nous, en mars-avril l'année dernière, on regardait tout ce qui se passait secteur par secteur en permanence, en direct, et on voyait que dans les mêmes usines qui bossaient à 20% en France, avec les syndicats qui voulaient qu'on ferme les usines, avec les préfets qui voulaient fermer les usines, etc., de l'autre côté du Rhin, et ben, les mêmes usines, elles fonctionnaient à 100%. Voilà le sujet. Alors on me dit pourquoi ne pas réserver l'emploi le dimanche à des exclus de l'emploi, étudiants, chômeurs de longue durée, retraités ayant des pensions insuffisantes. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il va falloir encourager tous ceux qui peuvent à bosser le plus possible, alors qu'ils soient chômeurs de longue durée, qu'ils soient retraités avec des pensions insuffisantes, évidemment. L'idée, ça va être, pour moi, si on veut vraiment ne pas se laisser complètement distancier par les pays du nord de l'Europe, c'est entamer cette bataille par le travail, par le travail. Et malheureusement, quand on dit ça, on dit ah bah oui, mais quand même, non, c'est le travail qui nous sauvera de la situation actuelle et pas l'inverse. Alors, analysez-vous à moyen terme dans votre livre comment va évoluer le régime des retraites. Alors, de toute façon, il va y avoir une réforme. Hein. On ne va pas y couper. Pourquoi ? Parce que on a parlé d'Europe. Là, on a sorti une étude avec la fondation Robert Schuman. Et dans cette étude, on montre que les 39 milliards que la France récupère des 375 milliards de l'emprunt européen, en fait, c'est très faible. Mais en même temps, tout en étant faible, parce que je pense que nos partenaires européens n'ont pas tellement confiance dans l'utilisation qu'on va faire de ces crédits. Hein. Je pense que beaucoup d'entre eux imaginent, à juste titre, qu'une grosse partie va passer dans les dépenses de fonctionnement de la France. Hein. Je montre dans mon livre que depuis 1995, on a endetté la France pour plus de 900 milliards.
juste pour les dépenses de fonctionnement, et à peine de 700 milliards, moins de 700 milliards pour les dépenses d'investissement. Donc quand on nous dit, ah oui, oui, on s'endette, mais c'est pour l'avenir, non, c'est pas vrai. La majeure partie de la dette qui a été créée, elle a été créée pour financer du fonctionnement et pas pour nos enfants, pas pour les générations futures, pas pour des investissements formidables. Et ce qu'on risque de faire, c'est de continuer dans cette logique. Et nos partenaires européens nous demandent de faire passer les réformes maintenant structurelles. Et moi, j'échange avec beaucoup d'entre eux, et je l'ai dit dans mon livre, notamment sur un échange que j'ai eu avec un vraiment très haut fonctionnaire des Pays-Bas, qui me disait, bah, nous, on en a un petit peu marre que la France soit le passager clandestin des pays bons gestionnaires du nord de l'Europe. Il faut savoir que si on n'emprunte pas cher aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui ont fait les réformes au nord de l'Europe, et c'est pas grâce à nous. Et nous, on en profite le plus possible de manière assez égoïste, en travaillant peu, en ayant une productivité qui finalement, à l'heure travaillée, oui, elle est pas mal, notre productivité, c'est toujours ce que disent les économistes, mais à la fin, c'est vrai que on est dans une logique qui est de travailler moins et moins longtemps, et c'est ça qui fait que et de taxer plus, et c'est ça qui fait qu'à la fin on décroche en PIB par habitant, et aussi en emploi, parce que n'oublions pas que les pays du nord de l'Europe, ils sont quasiment au plein emploi, pour la plupart au plein emploi, alors que nous on est clairement pas. Alors on me dit l'Allemagne est une société et non pas un État à part entière. Ne doit-on pas prendre en compte cela dans les comparaisons? Évidemment, on le prend en compte. Et évidemment, c'est pour ça aussi qu'on va dans la logique de plus de décentralisation. Plus on décentralisera pardon, la gestion de l'éducation nationale, plus on pourra expérimenter des nouvelles manières d'enseigner, plus on se désengagera de ce carcan aussi syndical de l'éducation nationale, plus on aura une vision locale de la gestion de la santé, plus on réconciliera aussi la médecine de ville et l'hôpital, comme l'ont fait les Allemands, et plus on fera aussi de prévention, plus on mettra de la concurrence, comme en Suisse, entre les différents assureurs de santé, plus on aura du choix, plus on aura aussi du service. C'est pas à vous que je vais apprendre que la CNAM, elle apporte zéro service à ses affiliés, et qu'il ne faut pas appeler la caisse primaire d'assurance maladie pour avoir une information sur où est-ce qu'il faut se soigner en France. Donc l'information, c'est le degré zéro aujourd'hui. Et même les complémentaires santé qui sont maintenant obligatoires, elles connaissent rien quasiment, à part ce qui concerne la vision et peut-être un peu tout ce qui est dentaire. C'est vraiment le niveau zéro de l'interaction avec son assureur. Donc, tout ça, il faut le changer. C'est pas parce que l'Allemagne est un État fédéral qu'il faut s'empêcher de se comparer. Parce que finalement, ce qui est toujours très compliqué dans les travaux qu'on mène, c'est qu'on nous dit, ah bah oui, mais la Suède, c'est un tout petit pays. Ah bah oui, mais le Danemark, c'est un tout petit pays. Ah bah la Suisse, c'est pas du tout comparable à la France. Ah mais l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Ah bah le Royaume-Uni, quand même, on peut pas nous comparer avec les Anglais. Et puis voilà, il y a un moment où il y a vraiment un souci, c'est que finalement, si on entend les uns et les autres, la France n'est jamais comparable à aucun pays. Voilà. Alors on me dit, c'est Jean-David qui me dit, le problème est qu'en France, on adore faire des projets pilotes, mais quand ils fonctionnent, on ne les déploie pas. Je suis complètement d'accord avec vous. Tout ce qui a marché en expérimentation n'a pas été développé. Voilà, c'est absolument incroyable. Alors, c'est valable pour la question du RSA, c'est valable pour la question de l'éducation, des nouvelles méthodes d'enseignement en maternelle. Donc, voilà, enfin, c'est pour ça que moi, je ne crois pas aux expérimentations qui sont lancées depuis par exemple, pour l'éducation, c'est une direction du ministère de l'Éducation nationale qui pilote ça directement de Paris. Il vaudrait bien mieux que ce soit au niveau local, ceux qui ont à gérer la dépense d'éducation, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'hypocrisie la plus totale. On donne aux régions le nettoyage des lycées, l'entretien des bâtiments, au département celui des collèges, aux communes l'entretien des maternelles et des primaires. Et puis des personnels qui sont là pour la cantine, etc. Mais pas celui des profs. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a aucun budget consolidé, qu'on ne peut jamais comparer exactement le coût par élève et par an, qu'on ne peut pas faire finalement la comparaison entre deux lycées qui sont au même endroit.
Donc, moi, j'avais eu ce débat à un moment avec la Cour des comptes, quand on avait montré les écarts de financement entre public et privé, et que le privé était beaucoup moins cher. Il m'avait dit, bah, vous devriez comparer deux établissements, deux collèges dans la même ville, même taille, public-privé. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun budget consolidé pour les établissements d'enseignement français. Donc, on peut quasiment rien comparer. On est dans le brouillard le plus total. Et plus ça va, moins on peut comparer. Alors que je pense que ce qui fait la force des pays qui sont bien gérés, c'est justement la comparabilité. Le fait qu'on est sur des standards de gestion et que on peut dire, bah tiens, telle collectivité, elle gère la même chose que telle autre, c'est la même strate et on peut vraiment les comparer. Nous, quand on veut comparer, on l'a fait pour les municipales l'année dernière, la gestion des communes, on est obligé d'agréger avec les intercommunalités parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de regarder comment on est taxé au niveau d'une commune sans regarder les taxes au niveau de l'interco et les dépenses aussi et la dette aussi. Et on a dû faire un travail mais titanesque et on n'a fait que 480 communes. Alors, qu'est-ce qui marche bien en France aujourd'hui? Je pense qu'il y a plein de choses qui marchent bien, justement. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie que mon pays fonctionne mieux. Je pense que les entrepreneurs sont incroyablement formidables. Moi, je traverse la France dans tous les sens quand il n'y a pas de pandémie et qu'on a le droit de faire des conférences en vrai. Et je vois à quel point c'est eux qui tiennent les territoires, notre avenir, avec énormément d'abnégation et de courage. Et je vois à quel point finalement ils sont très 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 bons pour résister dans un environnement qui est hyper dur au niveau réglementaire, au niveau du code du travail, on l'a dit, au niveau des impôts, etc. Donc, je pense que si les Français ont réussi à vivre dans un système aussi lourd, aussi complexe, si on lève un peu toutes ces contraintes, demain, on est champion. Donc, oui, je suis d'accord avec Jean-David qui dit la France est une surdouée qui s'ignore. Je suis absolument d'accord. On peut être bien meilleur. On était bien meilleur avant, il n'y a pas si longtemps, avant qu'on nous mette des boulets supplémentaires qui s'appellent les 35 heures, qui s'appellent la retraite à 60 ans, qui s'appelle j'ose pas. J'ose pas fusionner les communes, alors je crée les intercommunalités, je crée les régions, mais je supprime pas les départements. Enfin, voilà, c'est aussi, comme vous l'avez dit pour certains, du manque de courage, du manque de vision. Euh, et puis des parlementaires qui jouent pas leur rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des parlementaires aussi qui sont formidables. Et si on leur donnait les capacités d'évaluer, je pense à certaines qui sont dans la majorité, comme Valérie Petit, qui est dans le point cette semaine et qui montre qu'elle voudrait évaluer la charge mentale administrative des Français. C'est vachement intéressant, ça, faut la laisser le faire. Je pense à certains députés Agir qui ont bloqué le gouvernement, qui voulaient finalement avoir dans la loi une capacité de décider en permanence, sans passer par le Parlement, une urgence sanitaire, sans vote, ni à l'Assemblée ni au Sénat. Oui, je pense qu'il y a des tas de gens formidables en France. Euh, et que derrière, certainement, on ne les laisse pas assez exprimer leurs talents. Peut-être parce qu'on prend toujours les talents, entre guillemets, français dans le même vivier, ce vivier que vous connaissez bien, qui est un vivier extrêmement public. Hein. C'est ça aussi que j'ai dit à la ministre de la fonction publique. Il va falloir maintenant aller chercher des gens en dehors de la boîte, arrêter de toujours prendre les mêmes profils. Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne de 2017 qu'il y aurait un quart des dirigeants d'administration publique qui seraient issus du privé. Eh bien aujourd'hui, il y a à peine 18% de dirigeants d'administration publique qui ne sont pas issus du privé, mais qui sont d'anciens contractuels du secteur public. Donc pour moi, vraiment, on n'est pas du tout encore sur le sujet. Donc oui, moi je suis optimiste parce que je pense qu'en France, il y a des Français formidables. Après, je trouve qu'on devrait leur demander plus leur avis plutôt que de les prendre en otage avec la commission sur le climat, la commission de Levoix sur les retraites qui donne rien. Et donc, on crée des commissions et des commissions et des commissions qui nous font perdre du temps, alors que la plupart d'entre nous, on sait très bien ce qu'il faut faire et que le bon sens du pays, il est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Quelle est votre opinion sur le chômage des jeunes en France qui reste l'un des plus élevés d'Europe? Oui, c'est vrai, le chômage des jeunes est un des plus élevés d'Europe. Euh, c'est un problème, mais moi, je l'ai dit et redit, hein, il faut qu'on pousse aussi notre jeunesse vers l'entrepreneuriat, vers des créations de start-up, qu'on crée des relais entre générations, qu'on recrée du tissu entrepreneurial partout dans tous les territoires. Nous, on s'est battu pendant des années pour ça, pour que
ceux qui avaient le plus de moyens et des incitations très importantes à investir dans les projets de ceux qui commençaient leur vie. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. On a fait des propositions qui peut-être vous semblent éloignées du sujet, mais à mon avis, c'est complètement le cœur du sujet. Pour dire, par exemple, pas de taxation des donations entre générations pendant 1 an ou 1 an et demi. Allez, on dit à tous ceux qui ont un peu plus d'argent, passez-le aux générations suivantes. Je crois que Bruno Le Maire était assez fan de notre proposition. On l'avait faite en mai 2020, hein, donc c'était il y a 1 an. Et malheureusement, il y a toujours les égalitaristes qui interviennent en disant ah, mais oui, mais vous ne pouvez pas faire des propositions comme ça parce que finalement, ça va rester dans des familles alors qu'il y a des gens qui n'ont rien. Donc en fait, un peu comme certains diraient, j'ai entendu Thomas Piketty déjà dire ça, qu'il faudrait qu'on n'ait plus le droit d'hériter et que chaque Français reçoive un chèque à 18 ans. Ben ça ne marche pas. Hein. Ça s'appelle une vision soviétique de la société. Moi, je suis pour une vision dynamique de la société où les générations peuvent se passer l'épargne pour que les nouvelles générations qui arrivent puissent réaliser leurs rêves, construire des nouvelles entreprises. Et voilà, alors on me dit merci pour votre intervention avec une belle énergie qui fait et fera du bien à notre beau pays. Dixit, un ancien expat de 22 ans aux USA. Merci à vous, Bertrand. Alors, Michel me dit les Français de l'étranger ont été abandonnés ces dernières années. Bah, tout à fait d'accord. Tous ces talents formés en France qui créent de la richesse à l'étranger, que devrait-on faire pour les faire revenir en France et faire profiter de ces richesses aux Français? Nous, on a beaucoup travaillé, alors vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, etc., mais sur des sujets d'amnistie fiscale, sur des sujets, finalement, on est toujours un peu à côté de la plaque parce qu'on nous dit, ah bah oui, mais vous n'allez pas aider des gens qui sont partis. J'ai eu le débat aussi avec certains qui disaient, il ne faut pas donner la Légion d'honneur à des gens qui sont partis fiscalement de France, mais je trouve ça absolument dingue de dire des choses comme ça. Je pense qu'on a des talents énormes partout dans les pays autour de la France et plus loin, comme pour vous tous qui êtes aux USA, vous le savez très bien. Donc, on a à faire revenir le plus possible d'entre eux. Ça ne veut pas dire les faire revenir de manière obligatoire, évidemment. Moi, je suis pour la liberté, mais les inciter à revenir. Et comment on les incite à revenir? On incite à revenir par l'idée aussi qu'on devient un pays qui est véritablement un pays pensé pour l'épanouissement entrepreneurial. Sur la fiscalité du capital, par exemple, on a encore énormément de progrès à faire. J'ai montré dans mon papier des Échos que si on s'inspirait de la fiscalité, même avec les réformes Biden, on paierait beaucoup moins d'imposition sur les revenus du capital. Sur les revenus du capital, jusqu'à 80 000 dollars, il n'y a pas de taxation. Alors qu'en France, vous avez déjà une très large taxation quand vous avez 80, plus de. Enfin, bon, bref, l'équivalent en euros de revenus du capital. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, Jean-David, on peut être à l'étranger et contribuer au rayonnement de la France. Tout à fait d'accord, mais il ne faut pas que nos compatriotes les plus talentueux partent pour des raisons, finalement, qui sont les mauvaises raisons, c'est-à-dire ne plus croire dans le modèle français, ne plus croire qu'on a un avenir en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, qu'on recrée cette dynamique entrepreneuriale dans notre pays. Ça n'empêche pas à tous ceux qui ont envie d'aller à travers le monde et de s'implanter ailleurs et de développer des business ailleurs, mais il faut aussi qu'on ne soit pas repoussoir et on essaie d'y travailler pour que finalement la fiscalité soit une fiscalité attractive. Et on l'a montré dans ce papier qu'on a publié dans les Échos. Si on avait la même fiscalité, le même taux de prélèvement obligatoire que les États-Unis, on aurait 450 milliards d'euros de moins de taxes, impôts et cotisations. Et donc, voilà, si on s'inspire de la fiscalité américaine, ça ne va pas être pour une fiscalité à la hausse, évidemment. Vous l'aviez compris. Je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence. J'étais très, très heureuse de pouvoir échanger avec vous. J'espère que ça vous a apporté des éléments assez conséquents. N'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation IFRAP, ifrap.org, à regarder tous nos travaux, à revenir vers moi. Malika, Marc, François vous donneront potentiellement les moyens de nous contacter si vous avez envie d'en savoir plus. Et en tout cas, merci à tous.